D'abord, merci d'être parmi nous. Nous sommes moins nombreux que précédemment, mais je pense que ça peut s'expliquer par l'heure. Mais je pense que d'autres personnes vont se joindre à nous. Et nous allons donc continuer cette longue journée de réflexion autour de l'information, avec toujours à l'esprit cette question, l'information à tout prix, point d'interrogation. Certains disent qu'il ne faut pas de point d'interrogation, d'autres estiment qu'il faut une interrogation. En tout cas, nous allons nous intéresser à l'information dans cette table ronde, dans cette rencontre, à l'information en temps de guerre, de conflit et de fortes tensions géopolitiques. On va traduire concrètement ce que veut dire tout cela avec nos invités qui, grâce à leurs expériences, vont nous orienter un petit peu sur cette notion de journalisme en temps de guerre. Car vous savez tous, pour reprendre la formule de Kipling, je crois que la première victime de la guerre, c'est en général la vérité. Donc on va peut-être aussi en parler, informer à tout prix, surtout quand il y a une guerre et un conflit. Alors je vous présente nos invités, à commencer par Pauline Bend, qui est représentante de la Fondation Hirondelle en République démocratique du Congo. Vous avez un parcours passionnant. Vous avez commencé dans la diplomatie camerounaise pour vous occuper ensuite, je parle de l'essentiel de votre parcours, hein, de cette association Hirondelle, qui est une fondation suisse qui a pour objectif, vous allez en parler mieux que moi, de former des journalistes responsables. Et d'ailleurs, je vous donne la parole pour que vous puissiez en 2-3 minutes nous expliquer ce qu'est cette fondation qui joue un rôle déterminant. Et vous avez développé un projet au Niger et vous développez aujourd'hui un projet à Kinshasa, en RDC. Oui, merci. Bonsoir. Oui, la Fondation Hirondelle, c'est effectivement une ONG, organisation non gouvernementale suisse, qui a été créée par des journalistes et qui est spécialisée dans la mise en place de médias, essentiellement à la radio, dans des pays dits en conflit ou maintenant des pays en transition, et avec effectivement un principe d'apporter dans ces pays-là où il manque de l'information et où les personnes n'ont généralement plus de repères, d'apporter un média qui puisse être suffisamment crédible pour donner confiance aux gens et informer. Le slogan, c'est justement des médias pour la paix et la dignité humaine. Il nous faut parler maintenant d'un conflit très actuel, qui n'est pas un conflit, mais qui est une crise majeure, qui a des conséquences multiformes, qui est la crise des migrants, on va appeler ça comme ça. J'appelle ça plutôt la crise de l'hospitalité. La crise de l'hospitalité. Et justement, c'est là-dessus que je voulais vous interroger, c'est sur la façon dont est traitée la question des migrants aujourd'hui. Vous, en fait, vous menez, en tant qu'universitaire, chercheur, une guerre aux fake news, aux infox qui sont relayés autour de cette question de la migration. Alors, je ne mène pas une guerre spécifiquement, mais en tout cas, j'essaie de une guerre intellectuelle, s'entend. Hein, oui, un combat intellectuel, une réflexion à contre-courant. J'aimerais bien, mais malheureusement, je n'ai pas une équipe de petites mains avec moi capable de produire systématiquement mais j'essaie de produire du sens à partir de mes observations. Et de plus en plus, les chercheurs commencent à s'organiser. Même ici en France, on a, sur la forme comme du GIEC sur le climat, on a aujourd'hui un groupe de chercheurs sur l'asile et l'immigration qui s'est mis en place. Voilà, le réseau s'étend en Allemagne, en France, au Maroc, en Espagne. Donc on essaie de produire des données. La difficulté aujourd'hui, c'est que en fait, les migrations sont mondialisées. Elles sont mondialisées pour la simple et bonne raison que non seulement les gens bougent de pays en pays, mais en plus, tout ce que ça va entraîner comme conséquence, rejet, accident ou au contraire des beaux parcours, sont ultra médiatisés. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de donner du sens par rapport à cette mondialité des migrations. Or, à chaque fois qu'il est question de migration, à chaque fois qu'il est question de traverser une frontière, on a tendance, de manière générale, à concevoir les États nationaux comme étant des maisons qui nous appartiennent et que les gens, c'est comme s'ils rentraient chez vous. Une fois qu'ils passent la frontière, ils viennent en France, tu dis je suis français, c'est chez moi en France, je suis au Maroc, c'est chez moi au Maroc, si tu veux accueillir les migrants, tu les accueilles chez toi. Donc on est tout de suite dans une forme de rejet, non pas de l'autre, mais de l'idée que la nation n'appartient pas forcément aux nationaux, mais elle peut aussi appartenir à ceux qui y participent. Et donc il y a une tension très très forte qui se joue à ce moment-là. Et sur la frontière,
juste pour terminer sur cette idée, sur la frontière entre l'Afrique et l'Europe, au niveau de la Méditerranée, il y a plusieurs fractures qui se mettent en place. Parce qu'en fait, une grande partie des circulations euro-africaines sont des circulations d'État en État. Et à chaque fois se rejoue cette question de savoir est-ce qu'il est légitime d'avoir une présence d'étrangers ou pas. Mais chaque rédaction, chaque pays, pour le dire comme cela, va avoir une approche qui est différente. Si par exemple on veut s'intéresser aux réfugiés du Congo, par exemple, qui pourraient venir de la région du Kivu, qui vont traverser l'Afrique de l'Ouest, le Sahara, le Maghreb, etc., pour les Nigériens, il est question de la CEDEAO et de savoir ce qu'on fait avec la question des Touaregs et le passage pour les Marocains ou pour les Algériens, il est question encore d'autres choses. Et pour les Européens, il est question de savoir est-ce qu'ils vont arriver chez nous. J'ai souvent des coups de fil de vos confrères des RFI ou d'ailleurs qui me demandent mais oui, mais la route du Maroc, ils arrivent. Quelque part, si on leur dit non, ils n'arrivent pas forcément, ça ne leur fait pas plaisir. Et donc à chaque fois, il faudrait essayer d'avoir un discours qui est un discours multidimensionnel, c'est-à-dire à la fois régler les problèmes pour le cas marocain, savoir est-ce que le Maroc est un pays de transit, un pays d'installation, quelles sont les conséquences de l'installation d'un pays qui ne se considérait pas comme un pays d'immigration, qui se considérait comme un pays d'émigration, et en même temps gérer la question de l'obsession de la frontière européenne, dont le Maroc est un des limites. Et toutes ces questions, quelles que soient les régions du monde qui la traitent, génèrent de fausses informations, des rumeurs, des intoxications qu'il faut d'abord déceler et ensuite combattre. Alors les journalistes le font assez bien. Moi, je regardais aujourd'hui un article du Monde, enfin je cite, je ne peux pas faire mais un article du Monde qui reprenait les propos de Dupont-Aignan, qui, c'est la campagne européenne, apparemment ça passe son plein, et qui a sorti que l'Europe a accueilli 18 millions d'immigrés. En fait, il a compté tout le monde. C'est-à-dire qu'il a compté toutes les entrées à travers chaque frontière des États membres de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il a compté par exemple des Français qui vont en Angleterre ou des Français qui vivaient au Maroc et qui reviennent s'installer en France. Et donc effectivement, quand on additionne tout cela, on arrive à peu près, un peu plus d'ailleurs, à 20 millions. Mais en réalité, de migrants non communautaires, extra-communautaires, donc l'immigré, l'image qu'on se fait de l'immigré, qui est une image totalement racisée, hein, c'est une image clairement l'étranger, l'autre, le basané, l'africain, etc. Sinon, l'espagnol, c'est un Européen, c'est plus considéré vraiment comme un immigré. Ça concerne à peu près 3 millions de personnes. Et donc on est, même sur le cas français par exemple, on est au tiers des installations de migrants en France qui sont des gens qui sont issus de l'Union européenne. Et donc combattre ces chiffres, ça se fait, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'on ne donne pas du sens. Et donner du sens, c'est déconstruire la vision que l'on a des migrations. Et donc, quelque part, c'est déconstruire aussi la vision qu'on a de la nation et de ce que c'est appartenir à une nation. Et en vous écoutant, Mehdi, et ça ne m'étonne pas qu'RFI vous sollicite, c'est que je suis convaincu plus que jamais qu'il faut qu'il y ait une harmonie entre les journalistes et les chercheurs qui permettent de mettre en évidence certaines vérités pour justement tordre le cou à de fausses informations. Sans doute votre avis, François Robinet, sur des questions très, très sensibles comme la question du génocide au Rwanda, par exemple. Que de polémiques autour de cette question. Alors, ouais, là, c'est par où prendre votre interrogation? Parce que, est-il possible aujourd'hui que nos responsables politiques portent le même discours que les journalistes les mieux informés et que les chercheurs les plus avancés sur le sujet? Très honnêtement, au regard des déclarations et des annonces faites aujourd'hui, je n'en suis pas convaincu. Il faut rappeler ce que sont les annonces faites aujourd'hui. Les annonces faites aujourd'hui, donc Emmanuel Macron a annoncé 2 dispositifs principaux pour établir la vérité sur les faits au Rwanda, enfin en tout cas à propos du génocide perpétré contre les Tutsis. Le premier, c'est la création d'une commission d'historiens sur le sujet, commission qui se verrait ouvrir l'ensemble des archives dites sensibles. Et le deuxième dispositif, c'est un dispositif de financement de la recherche. Alors a priori, vous dites formidable, hein. Enfin, un pouvoir politique qui a le courage d'ouvrir les archives sensibles, enfin, on va savoir la vérité. Moi aussi, j'avais beaucoup d'espoir il y a quelques mois sur cette démarche-là. Mais si vous voulez, quand on décrypte un petit peu ce qui s'est réellement produit, cette commission d'honorables confrères que je respecte pleinement est une commission de non-spécialistes. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur le sujet depuis 15,
10 ans, 12 ans, ne sont pas dans cette commission. Parce qu'ils n'ont pas été sollicités ou parce qu'ils ont été exclus du dispositif. Je pense notamment à Stéphane Audouin-Rousseau ou à Hélène Dumas. Premier problème. On va établir la vérité, mais avec des gens qui, malgré toute leur qualité, ne sont pas les meilleurs spécialistes du sujet, alors même qu'en France, nous faisons partie des pays qui disposons d'un très bon niveau d'expertise sur le génocide contre les Tutsis. Deuxième problème, les spécialistes qui sont en dehors de cette commission ne pourront pas avoir accès à ces archives sensibles. Elles seront réservées aux experts de la dite commission, qui seront les seuls à pouvoir travailler sur les archives sensibles pendant les 2 ans, ou peut-être 3, on verra si ça se prolonge. Et puis, troisième risque, pour l'instant, puisque c'est simplement à l'état d'un risque, il y a quand même d'assez fortes chances qu'une fois que la commission aura remis son rapport, le pouvoir politique considérera que ça y est, enfin, les faits sont établis. Que la vérité est établie. La vérité est établie, donc que les archives se referment et que les spécialistes du sujet n'en voient finalement jamais la couleur. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc évidemment, dans le milieu de spécialistes, nous sommes, je ne vais pas dire catastrophés, mais quand même, on est quand même très inquiets de ce qui est en train de se produire. On a envie de faire bien sûr confiance à nos collègues qui vont faire le maximum, j'en suis sûr, mais qui vont devoir en 2 ans se mettre au niveau de chercheurs qui travaillent depuis parfois 15 ans sur le sujet, qui connaissent le Kinyarwanda, qui fréquentent le Rwanda depuis des années et des années. Et si vraiment la démarche était d'établir la vérité, on aurait sans doute pu s'y prendre un peu autrement. Voilà, je fémise un tout petit peu mon propos, mais à peine. Pauline, on va reparler bien sûr du Rwanda et je voudrais parler aussi d'une expérience qu'on a faite à RFI, enfin d'un travail qui a été fait à RFI sur la couverture de RFI, la couverture du Rwanda, du génocide par RFI, puisque RFI a été accusé à un moment d'être la radio du FPR et j'expliquerai pourquoi on a fait ce travail et quelles conclusions ont été tirées de ce travail. Pauline, j'ai très envie de vous écouter pour qu'on parle de votre expérience. On parlait de la formation des journalistes dans 2 pays, Niger et RDC, en ce qui vous concerne. Avant de parler de la RDC, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait quel était ce studio que vous avez appelé le studio Kalangu au Niger? C'est une expérience qui s'est achevée il y a 3 ans, non? Vous avez passé 3 ans à travailler dessus. Oui, j'ai passé 3 ans à travailler dessus, mais c'est une expérience qui se poursuit. Et c'est une expérience. Peut-être je vais faire une petite digression parce qu'il parlait du Rwanda. Et effectivement, tout a commencé pour la Fondation Hirondelle au Rwanda à l'époque du génocide. Les journalistes qui ont créé la Fondation Hirondelle sont arrivés là-bas et ont trouvé la situation de désinformation et de division totale qui régnait à cause de la radio des 1000 collines et ont décidé de créer ce qui allait devenir la première radio indépendante et diversifiée de la Fondation Hirondelle. C'était donc la radio Agatha Chaya, qui veut dire Hirondelle, mais qui était basée en fait en République démocratique du Congo. Et c'est ce modèle qui est reproduit un peu dans la plupart des opérations de la Fondation Hirondelle. Donc au Niger, le principe a été de créer un studio radiophonique. Bon, la Fondation Hirondelle travaille essentiellement avec la radio. Il y a d'autres médias aussi, mais les plus grosses opérations, c'est vraiment avec la radio. Un studio de production radiophonique basé sur le principe qu'il faut une rédaction diversifiée, dans le sens où souvent, quand il y a des conflits ou quand il y a des tensions dans un pays, évidemment, il y a l'information, comme je disais, ce qui concerne l'étranger. Mais quand on parle de rendre des choses intelligibles, il est aussi question de rendre intelligibles pour les personnes qui sont au centre du conflit sur le terrain, ou bien au centre des tensions pour les populations locales. Et une des manières, c'est de dire, on va prendre une rédaction qui va être composée de personnes de différentes religions, parce que ce sont souvent des pays où il y a différentes religions, ou bien de différents groupes culturels ou communautaires, parce qu'il y a souvent différents groupes. Et une fois ce principe posé et cette équipe constituée, après, il faut retravailler sur toutes les bases, les fondamentaux du journalisme. Dans des contextes sensibles, le principe que nous prenons, c'est de dire on va donner juste l'information. On va rester axé sur les faits. On ne va pas aller sur tout ce qui peut être opinion, on ne va pas aller sur tout ce qui peut être commentaire. Ensuite, il va falloir créer une crédibilité et une confiance du public.
avec le public. Et pour ça, ce qui est souvent, bon, la formation, en fait, on fait une formation, c'est d'abord une formation initiale qui, dans un premier temps, qui va durer 2 mois, mais après, elle se poursuit tout au long du projet. Moi, je dis souvent, ça fait 3 ans, en fait. Moi, je suis partie au bout de 3 ans, mais ça fait 3 ans qu'on est en formation continue avec les journalistes de l'équipe. Parce que c'est très compliqué, il est question de donner une information d'un niveau professionnel, mais en langue locale, comme on dit, dans les langues qui sont parlées dans ces pays, parce qu'il faut que ça parle aux populations. Il faut qu'on puisse leur rendre aussi leur dignité, c'est-à-dire que quand elles vont venir sur une antenne ou sur le plateau, sur un débat ou dans une interview, pour raconter ce qu'elles vivent, il faut qu'elles puissent parler dans la langue qu'elles maîtrisent, donc dans leur langue. Donc il faut que les journalistes soient capables de traiter l'information en langue locale. Donc on a monté ce studio-là sur ce principe. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut vraiment que ça soit intégré. On ne peut pas être dans une capitale et faire de l'information et de dire que cette information s'adresse à tout le pays. Il faut avoir des partenariats. Donc, on travaille généralement avec les radios qui sont là où il n'y a personne. Là où il n'y a pas d'État, là où il n'y a pas d'homme en uniforme de l'armée, là où les populations sont totalement abandonnées. Et donc, souvent, on travaille avec des radios relais qui sont des radios communautaires et qui peuvent diffuser ces informations-là directement aussi en langue locale et évidemment avec aussi des correspondants qu'on forme à l'intérieur de tout le pays et qui sont chargés de collecter de l'information, chacun dans leur lieu. Alors, quel est le projet spécifique à Kinshasa? Combien de journalistes, par exemple, formez-vous en ce moment même dans la capitale de la RDC? La RDC, il y a eu plusieurs projets quand même. Il y a eu au départ un projet qui s'appelle toujours d'ailleurs Radio Okapi, mais qui n'est plus pour la Fondation Hirondelle. Qui est la radio des Nations Unies? Qui est la radio des Nations Unies. Donc, oui, parce que ce que j'ai pas dit, la Fondation Hirondelle intervient aussi parfois mandaté par les Nations Unies pour mettre en place des radios et qui a fonctionné avec plus d'une trentaine de journalistes, la radio continue et on a un projet maintenant qu'on démarre dans le Kasaï avec, là c'est plus petite envergure parce que c'est une rédaction de 8 journalistes, mais c'est vraiment circonscrit seulement à la région où il y a eu le conflit des Kwamina Sapou. Et donc ça touche vraiment et ça va être des informations uniquement en Tilouba, qui est la langue parlée dans cette localité. Et quel est le profil des futurs journalistes, de ceux que vous formez? Généralement, on essaie de prendre plutôt des jeunes, des gens qui viennent juste de sortir d'écoles de formation ou bien qui sont peut-être dans des médias, mais qui viennent de commencer en tout cas. On évite de prendre des personnes qui sont dans le métier depuis trop longtemps parce que malheureusement, on est dans des environnements où il y a eu beaucoup de mauvaises habitudes qui se sont installées. Quand même, dans ces pays, la presse est dans des conditions très, très précaires. Donc, beaucoup d'informations sont payantes. En fait, ce n'est pas vraiment des informations. On paye pour avoir quelque chose qui passe dans le média et les journalistes ont pris cette habitude. Par exemple, la conférence de rédaction, il y en a très peu dans les médias. Il y a beaucoup de journalistes qui ne savent pas ce que ça veut dire avoir un débat dans lequel on va discuter de qu'est-ce qui peut passer en antenne, où on va hiérarchiser et où on va essayer de justifier par rapport à la pertinence. Donc, on évite de prendre des personnes qui ont déjà pris de très, très mauvaises habitudes, mais on garde quand même quelques seniors. Et généralement, c'est plutôt des jeunes. Des rescapés, en fait, en quelque sorte. Voilà. C'est ce que vous appelez le journaliste responsable, les journalistes responsables. En tout cas, on essaie de dire un journaliste professionnel et qui est vraiment à l'écoute des personnes pour qui il travaille. C'est pas une information. Moi, j'ai le souvenir d'un de nos partenaires, un correspondant qu'on avait en région, et qui disait, voilà, moi, avant de travailler avec vous, je me disais, une information, il faut vite la publier. Et j'ai appris avec vous que l'information, il ne faut pas vite la publier, il faut bien la publier. Il faut être responsable, il faut vérifier et il faut voir qu'est-ce que ça va changer pour les gens à qui je donne cette information. Si je publie vite, ouais, ça va peut-être ramener beaucoup de gens, je vais avoir de l'argent, mais ce n'est pas responsable. Alors, puisque notre rencontre est consacrée à la guerre, au conflit, est-ce que ces jeunes journalistes, ceux que vous formez, je parle aussi des Nigériens qui sont hélas aujourd'hui confrontés à la montée du terrorisme, est-ce que ces journalistes sont aussi formés pour suivre des conflits, enfin des guerres? Parce que je pense notamment à la RDC qui est en tension permanente.
Par la force des choses, oui, ils sont formés à pouvoir traiter cette information-là. Parce qu'on sait que le journalisme en temps de guerre est un journalisme très particulier, c'est encore plus difficile à pratiquer. Non, tout à fait. Bon, après, effectivement, nous, on se situe quand même moins sur le terrain de dire on va envoyer des reporters qui vont couvrir, par exemple, les combats, etc. On n'entre quand même pas tellement dans cette dimension-là. Quand il y a eu, par exemple, au Niger, il y a eu une attaque, une des plus grosses attaques en 2016 de Boko Haram qui a fait, je crois, le plus grand nombre de victimes à l'époque dans les rangs des soldats. Ça a été assez difficile et c'était un peu un test aussi pour ce studio parce que ça faisait pas longtemps qu'on était dans le pays. Comment on va pouvoir informer sur ce qui est en train de se passer dans un contexte où les autorités ne vont pas nécessairement confirmer les chiffres que nous avons sur les victimes, ne vont pas nécessairement confirmer les informations que nous avons sur la manière dont se sont déroulés les faits. On a une personne qui travaille avec nous, qui a malheureusement, pas avec nous directement, mais qui a écrit un article sur un média international sur la façon dont ça s'était parlé, qui a eu beaucoup de problèmes avec les autorités. Et en fait, nous, ça a été un moment formateur aussi, parce que ce qu'on a essayé de faire avec les journalistes, c'est qu'il y a des informations que nous avons que nous ne pourrons jamais diffuser. Par exemple, sur la désertion des soldats qui ont quitté des positions, aussi parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Ça, on ne pouvait pas le dire parce qu'on savait que personne ne confirmerait, y compris les déserteurs eux-mêmes. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment, tout à l'heure, la correspondante de RFI dans l'autre conférence disait quelque chose qui est exactement vrai, Florence Maurice, qui disait, nous, on a essayé de faire, voilà les informations qu'on a, voilà comment ça s'est passé, ce qu'on sait. On a posé des questions au chef d'état-major, au ministère de la Défense, qui n'ont pas confirmé ces informations que nous savons, mais X et Y, de manière très crédible, nous ont donné ces informations. C'est une façon, en fait, qu'on a eu de dire quelle est la situation. Il y a des zones d'ombre qui restent. Voilà, on ne peut pas tout vous dire, mais vous pouvez vous poser des questions par rapport à ça. Un test grandeur nature, en quelque sorte. Voilà, c'était un peu ça. Mehdi Alioua, je rappelle que vous êtes docteur en sociologie, professeur à l'université de Rabat et à Sciences Po Rabat. Quel est le regard, vous parliez des différents regards, et là on parle de la crise géopolitique pour utiliser un terme froid pour désigner les migrants. Comment voit-on au Maroc, à Rabat singulièrement, dans votre centre de recherche, cette question de la migration ? C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs strates. La première, c'est qu'il faut bien comprendre qu'au Maroc, on ramasse des cadavres. Alors que si on ne comprend pas ce que ça veut dire de ramasser des cadavres d'enfants parce que des gens ont essayé de passer en mer de l'autre côté, on a du mal à comprendre le fond du problème. Donc déjà, on est en première ligne, comme les îles méditerranéennes, comme dans beaucoup d'endroits. Donc déjà, on a un problème humanitaire, une crise humanitaire terrible. Hein. L'année dernière, plus de 2500 morts en Méditerranée. Et le Maroc a été d'abord un des pays dont les ressortissants mouraient le plus. Donc il y a quand même une résonance forte pour les Marocains. Avant que cette route soit empruntée par d'autres nationalités, c'était les Marocains qui passaient par les Pateras, notamment parce qu'ils étaient attendus de l'autre côté de la Méditerranée. Ils étaient attendus en Espagne, en Italie. À cette époque-là, on disait que l'Espagne était un pays de transit. Alors, je parle des années 90 jusqu'au début des années 2000. Or, la majorité des gens qui sont allés s'installer, l'Espagne aujourd'hui est dans les top 10 des pays où il y a le plus d'étrangers installés, aller travailler dans les serres, dans l'économie espagnole. Si on mange des courgettes hors saison en Suède, c'est parce que des Marocains ou des Marocaines et d'autres nationalités les ont ramassés dans ces serres-là. Donc il y avait comme ça une sorte d'arnaque et les Marocains le savent bien. Mais le deuxième problème qui se pose, c'est aussi qu'on ramasse les cadavres, certes, mais on a aussi des gens qui s'accumulent. Donc qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Donc on a des autorités qui ont des pressions de l'Union européenne et puis tous les États en général n'aiment pas trop qu'on vienne instrumentaliser leurs frontières. Donc l'État marocain, comme les autres, avait plutôt une réponse sécuritaire. Donc il faut contrôler les frontières, il faut empêcher les gens de s'amasser aux frontières, etc. Et le public marocain, les citoyens marocains se demandaient mais qu'est-ce que font ces gens ici, qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. Et donc d'un plutôt un élan
plutôt d'hospitalité et de, comment dire, en tout cas d'une récompassion, parce qu'il y avait une résonance avec leur propre parcours. On est passé progressivement à, non pas du rejet, mais quelque chose où c'était urgent de trouver une solution. Et donc, il y a encore d'autres strates, puisque à partir du moment où, en 2013, il y a eu une nouvelle campagne de régularisation qui s'est mise en place, en 2016 aussi, on a décidé que les étrangers ont une place au Maroc, se pose la question donc de, mais qu'est-ce qu'être marocain ? Est-ce qu'être marocain, c'est être musulman? Est-ce que c'est être chrétien? Donc on a eu la visite du pape il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, et donc il en était beaucoup question, puisque les églises marocaines sont maintenant pleines, notamment parce que cette communauté venue d'Afrique subsaharienne essentiellement, qui vont les fréquenter. Ce qui est notable, c'est que cette question de la migration, pour parler encore avec un terme un peu froid, soulève quasi systématiquement des problèmes d'identité, en fait, des questions d'identité. Directement, et on commence à avoir des sortes d'associations d'extrême droite avec des propos, avec un mélange un petit peu de choses qu'on prend chez Alain Soral, chez les nationalistes russes. Il y a un mélange un petit peu de tout ça. Alors ça ne prend pas beaucoup, ça reste vraiment au niveau du net, etc. Mais il y a une association qui s'est montée avec un nom qui s'appelle Ribat al-Hikma. Pour le dire en arabe, ils sont très prétentieux, quoi. Ribat, c'est le couvent fortifié d'où on peut mener le djihad, Hikma pour d'où on va gouverner. Donc ils sont un peu fada, quoi, pour le dire comme ça, et ils commencent à sortir les mêmes inepties qu'on entend. Moi j'ai vécu 16 ans en France, qu'on entend en France. Le Maroc ne peut pas accueillir toute la misère de l'Afrique, c'est comme si le Maroc n'était pas en Afrique déjà. Et puis bon, enfin, tout ça, et ça remonte. et puis les propos sont directs. Mais si tu veux les accueillir, prends-les chez toi. Tu vas voir, ils vont épouser ta fille. Et donc on commence à avoir cette musique. Fort heureusement, on est encore loin de la polarisation, parce que c'est pas l'urgence des Marocains. On est loin de la polarisation qu'on peut avoir en Europe autour des migrations, mais immédiatement la question de l'identité, enfin je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la question de l'appartenance arrive, et donc maintenant il y a tout un contre-discours à construire. Avec les journalistes, on l'a beaucoup mené, et donc on commence à lever des lièvres, la question de la négrophobie, la question de la liberté de culte, tout ce genre de choses. C'est-à-dire que parce qu'il y a des étrangers qui s'installent chez nous, notamment les plus pauvres et les plus précaires, se posent des questions qu'on ne se posait pas avant. Quand vous dites avec les journalistes, ça veut dire que les journalistes vous sollicitent ou vous travaillez de concert pour mettre en brèche des idées reçues? Oui, les journalistes sollicitent beaucoup, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu deux temps. Il y a eu un temps où on ne comprenait pas ce qui se passait, et les Marocains en même temps étaient très, très touchés par ça. Et en même temps que le nombre de Marocains diminuait, le nombre de Marocains qui mouraient en mer, et que le Marocain arrêtait de prendre ces voies-là, en même temps que ça diminuait, le nombre de Sénégalais, d'Ivoiriens augmentait. Et puis ensuite, les gens sont arrivés de Syrie, ils sont arrivés d'un peu partout du monde, même des gens qui arrivent d'Amérique latine pour essayer de passer par cette route. Donc d'un coup, les journalistes ont besoin de comprendre. Et en même temps, face à l'urgence, on a fait des réseaux, on a fait plusieurs choses comme des terrains partagés. Donc on organisait des séminaires et on mettait un journaliste avec un chercheur ou un doctorant ou une doctorante pour aller faire des terrains, parce qu'il y avait une vraie méconnaissance. Parce que moi, je mène ces travaux-là depuis 2003, et ce que j'essaie d'expliquer aux journalistes marocains ou aux journalistes qui vivent au Maroc, c'est mais les étrangers dont vous parlez, ils vivent là. Ils sont déjà installés. Donc il y a ceux qui passent, qui transitent, mais il y a ceux qui vivent déjà au Maroc, qui se marient, qui font des enfants, qui travaillent. Donc déjà, allons voir, au lieu d'amalgamer des populations un petit peu n'importe comment, notamment avec la question de la couleur de peau, puisqu'ils sont un peu plus noirs que les Marocains, ou beaucoup plus noirs, ça dépend, parce qu'il y a Marocains noirs aussi. Et donc, au lieu d'amalgamer tout le monde, parce que, bon voilà, on voit une terrasse avec plein de corps noirs, à qui on ne parle pas. Ces images sont terribles, hein, quand on voit les grillages de Sebsam et Lilia, où on voit plein de corps comme ça, sans âme, un peu des insectes qui grouillent, qui montent ces grillages pour essayer de passer. Si on ne tend pas la caméra, si on ne regarde pas le regard humain des gens, on ne peut pas humaniser, et donc on ne rend pas la dignité aux personnes, comme ça a si bien été dit. Et donc mais les journalistes marocains ont eu conscience de ça. Donc on a fait pas mal de terrain pour aller rencontrer les gens, et qu'ils aient enfin des histoires de vie, et pas juste des images de vidéosurveillance ou des cadavres ramassés sur la plage. François Robinet, reparlons du Rwanda, puisque c'est un pays qui est dans l'actualité avec cette commémoration du 25e anniversaire du génocide. Je rappelle donc que vous avez fait votre thèse sur la médiatisation du génocide au Rwanda, et sur aussi les conflits africains des années 90. Est-ce que, je peux vous demander de résumer votre thèse, mais est-ce qu'il vous semble que ce génocide a été correctement traité, je ne sais pas sur quelle base
si vous êtes intéressé uniquement à la presse française ou à la presse anglo-saxonne, pour dire les choses comme ça. Mais est-ce que les journalistes ont fait correctement leur travail? Vous pouvez dire non. Hein. Alors, avant de répondre à votre question, je vais me permettre de rebondir sur les propos de mes collègues qui, je crois ici, enfin, on tourne autour de la question des représentations de l'autre depuis tout à l'heure. Et moi, je suis assez sensible en fait au projet de la Fondation Hirondelle. Je crois que c'est un projet qui, en 95, si je me souviens bien, a été extrêmement fort et extrêmement beau aussi, parce que par la pratique, il s'agissait de lutter contre un certain nombre de discours qui étaient des discours d'exclusion portés par un certain nombre de médias, alors là pour le coup souvent rwandais. On pense notamment à un hebdomadaire qui s'appelle Kangoura, qui avait été créé en octobre 90, à une radio qui s'appelait la Radio-Télévision Libre des Mille Collines, qui a été créée en 1993, et un certain nombre de médias extrémistes de ce type ont contribué finalement à accroître les dissensions, les représentations erronées, les formes de racisme qui pouvaient s'exprimer à l'encontre des Tutsis qui ensuite ont été ciblés lors du génocide. Ce n'est bien évidemment pas la seule raison de ce génocide qui a été organisé et pensé par des extrémistes, mais la manière de diffuser via certains médias des représentations souvent diaboliques de l'autre, de l'ethnie entre guillemets Tutsi, a été un des modes d'activation ensuite des tueurs et aussi un des modes selon lequel une partie de la population Hutu a basculé et est venue en soutien finalement de l'État rwandais dans la perpétration de ce génocide. Donc là, je pense qu'on est autour de cette thématique. Alors pour revenir plus spécifiquement à la question posée et à savoir si les médias français, parce que c'est ceux que j'ai étudiés, mais je pourrais dire un mot éventuellement des médias étrangers, ont bien couvert le génocide contre les Tutsis. C'est difficile de répondre à l'emporte-pièce de cette manière et il ne s'agit surtout pas de porter un jugement éthique ou moral sur cette question. Est-ce qu'il y a la couverture d'avant l'opération turquoise et la couverture Alors voilà, d'après? il y a différentes phases. C'est-à-dire qu'en gros, durant la première semaine, on s'intéresse tout de suite à ce qui se passe, contrairement à d'autres conflits qu'on laisse un peu dégénérer pendant plusieurs semaines avant de s'y intéresser. On s'y intéresse tout de suite. Et pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse tout de suite? Il y a des ressortissants, il y a une opération militaire à Marilis. Donc on couvre l'opération militaire d'évacuation dans un contexte qu'on présente comme un contexte de guerre civile qui génère des massacres, mais on n'identifie pas, les journalistes français n'identifient pas, les internationaux non plus d'ailleurs, la réelle nature politique de ces massacres, à savoir qu'il s'agit d'un génocide. Le terme est utilisé par Madeleine Mukama-Bano, journaliste de RFI, mais je crois dans une interview du Parisien, et par Jean-Philippe Sépil, envoyé spécial de Libération. Mais voilà, on ne peut pas dire que le génocide soit identifié. Ensuite, il y a une sorte de trou noir de l'information. Pendant 15 jours, quelques dépêches, mais on ne parle quasiment plus du Rwanda, parce que Gorajde, parce que la mort d'Ayrton Senna, enfin il y a une concurrence événementielle extrêmement forte. On a couvert déjà une semaine, c'est beaucoup, ça va se calmer. Voilà, en gros, la tonalité principale dans les rédactions. Et puis ensuite, il y a quelques journalistes qui repartent au Rwanda, qui sont dans une démarche d'enquête, qui commencent à révéler un certain nombre de faits, les modalités des massacres, à faire surgir les termes de massacre de masse, de génocide aussi. C'est relayé par le pape, c'est relayé ensuite par des humanitaires. Il y a Jean-Hervé Bradol sur le plateau de TF1, on est à la Médecins mi-mai. sans frontières. Voilà, exactement. Et donc là, petit à petit, on commence à prendre conscience que quelque chose d'assez exceptionnel se produit au Rwanda. Et puis derrière, évidemment, il y a cette décision politique dont on pourrait discuter longuement, décision politique d'organiser une intervention militaro-humanitaire au Rwanda, alors que l'essentiel du génocide est quand même achevé, et les militaires français emmènent dans leurs valises des dizaines et des dizaines de journalistes, et là ça devient une couverture juste hallucinante. France 2, à certains moments, a 8 équipes sur place qui sillonnent le Zaïre, c'était le Zaïre à l'époque, et le Rwanda. Benoît Duquesne fait régulièrement son JT depuis Goma, enfin des choses qu'on n'a quasiment pas revues, peut-être au Mali. Peut-être le Mali, la couverture était à peu près similaire, mais c'est extrêmement rare qu'une telle attention soit portée à une situation de crise, de conflit, là en l'occurrence de génocide, sur le continent africain. Enfin voilà vraiment pour vous donner les grandes lignes. Donc du coup c'est difficile d'avoir un avis global. Mais justement, c'est très intéressant d'avoir ces différentes étapes. Tout à fait. Moi, je pense qu'à l'époque, une grande partie d'entre nous, nous sommes passés à côté de l'événement,
mais certains de vos collègues ont identifié l'événement. Donc vous voyez, on ne peut pas mettre non plus tout le monde dans le même groupe ou dans le même sac. Ce que je voulais dire, puisque je défends aussi les couleurs de RFI, qu'on a beaucoup parlé de RFI aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs, c'est que RFI a été accusé d'avoir pris parti essentiellement pour le FPR dans ce conflit au Rwanda. C'était une grande polémique qui agitait d'ailleurs la rédaction. Pour en avoir le cœur net, le PDG de l'époque, là je parle d'une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années, a décidé de nommer une sorte de commission en interne, c'est-à-dire une documentaliste et un journaliste, en l'occurrence moi, et nous avons été chargés surtout Vanna Disfeuille, la documentaliste, a surtout été chargée d'écouter toute la production en fait des journaux. Énorme travail, et je pense que c'est sans équivalent dans un média, dans une radio, d'écouter toute la production radio pour en faire une synthèse. Et il s'est avéré que, évidemment, RFI n'avait pas pris parti pour le FPR, mais qu'il y avait des époques, ça correspond un petit peu aussi à ces différentes périodes dont vous parlez, où l'actualité exigeait qu'on parle un peu plus du FPR, et d'autres moments où, au contraire, on parlait davantage du régime rwandais. Donc, mais j'ai trouvé intéressant, et c'est pour ça que je voulais en dire un mot, le préciser, qu'un média comme RFI, qu'une radio comme RFI se penche sur sa propre production, sur un sujet qui est éminemment dramatique et qui est une source inépuisable de débat, d'ailleurs, et qui continue. Avec des controverses qu'ont, je crois, traversé la plupart des rédactions françaises qui se sont intéressées au sujet. Voilà, c'est le cas de Jeune Afrique, c'est le cas du Monde. Donc vous avez fait cet effort d'enquête pour essayer de dresser un bilan. Mais voilà, ça a fait du mal du côté du politique, mais je crois aussi du côté des journalistes, avec des gens qui ne se sont plus parlé ou qui ne se parlent plus depuis longtemps. Mais je vous rassure, dans le milieu universitaire, c'est pareil. C'est même pire, peut-être. Pauline Ben, est-ce que, vous le disiez, commenciez à nous le dire, le Rwanda a marqué, en fait, votre action? Oui, tout à fait. Je veux dire de formation de journalistes. De formation et puis surtout de travail sur la tolérance, l'acceptation de l'autre, effectivement. Parce que pourquoi on travaille dans les langues aussi, c'est pour avoir une information inclusive, pour ne pas diviser. Voilà, ça a marqué l'action sur la formation des journalistes, sur la manière dont on produit l'information aussi. Notamment tout ce qui est pourquoi on évite les commentaires, pourquoi on évite l'opinion, de donner les opinions. C'est effectivement, je pense qu'il y a toute cette référence-là à ce qui s'était passé au Rwanda et comment on peut, de la manière dont on parle d'un groupe, comment on peut construire une image et créer des tensions. Aussi bien, on peut favoriser le dialogue en montrant aux gens, en fait, vous avez des différences, mais vous pouvez construire à partir de ces différences et trouver un terrain commun. Mais on peut aussi, si on est malveillant, on peut aussi attiser des divisions en fonction de ce qu'on laisse passer en interne. Justement, est-ce que les journalistes que vous formez, qui n'ont probablement pas connu le génocide, ils sont nés après, sans doute, autour de 25 ans, est-ce que ces journalistes vont permettre enfin aux Africains d'avoir une information digne de ce nom après, on espère. Après, il ne faut pas non plus. On se voile pas la face. Hein. Ça reste des projets. Je vais dire à petite échelle, c'est-à-dire dans un pays comme le Niger. Effectivement, c'est un média qui existe, qui donne un bulletin de 2 heures d'information, qui est devenu aujourd'hui le média le plus crédible, le plus populaire, avec un capital de confiance énorme dans ce pays-là. Mais ça reste quand même seulement 2 heures de contenu qu'on diffuse par jour. C'est mieux que rien, c'est mieux que ce qui... avant, les gens n'avaient que le média d'État, en fait, quoi. Et puis, ils disaient qu'ils n'écoutent plus du tout les nouvelles. Mais 2 heures d'information quotidienne digne de ce nom, c'est énorme. Voilà, justement, c'est énorme. Après, dans un pays comme la RDC, quand même, Kinshasa, 14 millions d'habitants, donc ça reste quand même quelque chose à petite échelle. Mais moi, ce que j'ai l'habitude de dire souvent, notamment aux bailleurs de fonds, parce que c'est des projets, moi, ce que j'ai souvent l'habitude de leur dire, c'est que quand un journaliste qu'on a formé ou bien un responsable d'une radio qui diffuse nos contenus me dit, mais moi, ça m'inspire beaucoup ce que vous faites. D'ailleurs, j'ai réorganisé la rédaction. On fait chaque matin, on fait une conférence de rédaction. Moi, j'essaie de suivre un peu le format de news que vous présentez.
pour moi, ça, c'est vraiment c'est l'un des plus beaux résultats, quoi. C'est pas 15 millions de personnes ont écouté l'information aujourd'hui, mais c'est une personne qui dit, moi, je change la manière dont je travaille. Ou bien c'est un auditeur qui vous dit, mais maintenant, je me sens un citoyen à part entière parce que j'ai la même information que celui qui est lettré et qui habite dans la capitale. Ouais. Et est-ce que ce travail d'information, Mehdi, est aussi important à Rabat, au Maroc, pour vis-à-vis de cette question des migrations Oui, mais c'est pollué, comme je vous ai dit, avec les autres débats, notamment les débats européens. Mais est-ce que ces journalistes d'aujourd'hui à Rabat essaient de changer, dire la vérité sur les peuples africains qui habitent plus au sud ? Il y a une tentative. Pour colporter, pour éviter de continuer à colporter. On s'est construit à partir des indépendances, surtout dans les années 70, avec l'arabisation, avec l'idée que le Maroc est une société arabe, musulmane, sunnite, malikite. Donc, quid des juifs, quid des non-musulmans athées, quid des autres origines. Donc, on a toujours reconnu que le Maroc était aussi un brassage et tout, mais c'était quelque chose qui était un petit peu superficiel, c'est dans les constitutions. Donc, quand même, malgré tout, officiellement, on dit que le Maroc est une terre de brassage, une terre de confluence, comme on le dit souvent en arabe, mais dans les programmes scolaires, si vous demandez à n'importe quel jeune Marocain, personne ne peut vous situer Kigali sur une carte et vous citer les capitales africaines, à la limite celle de l'Afrique du Nord, parce qu'on apprend le monde arabe. Donc on est dans le monde arabe, on est des Arabes, jusqu'à l'absurde, hein, jusqu'au moment où il y a des gens qui ne sont vraiment pas arabes, qui ne se sentent pas arabes, mais à qui on impose de l'être, avec de la violence au niveau de leur langue, etc. Je pense aux Amazirs. Mais pourquoi je dis que c'est pollué, et je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, il y a vraiment une question de représentation, parce que la migration, la meilleure façon de concevoir aujourd'hui la migration, c'est une conception cosmopolitique et mondialisée. Or, elle pose problème parce qu'elle se fracasse contre ces États nationaux qui... Contre des peuples, oui. Contre les peuples. Ça aussi, c'est une question. Qu'est-ce que le peuple ? Comment se constitue le peuple ? Il n'y a pas de peuple qui s'est constitué sans de lutte de gens qui arrivaient d'ailleurs et on avait besoin de cet ailleurs pour se construire soi-même. Donc à chaque fois, on est obligé de refaire cette histoire systématiquement. C'est très fatigant à la longue. Des fois, on a l'impression qu'on a passé ce cap et la moindre chose nous ramène encore. On a l'impression qu'on revient au 19e siècle ou pourquoi pas à Westphalie ou je ne sais quoi. Mais pourquoi ça se fracasse ? Parce que quand on regarde par exemple le mot migrant, on parlait de représentation, mais il faut parler aussi de sémantique. Aujourd'hui, moi, je vois des journalistes qui disent « je ne veux plus utiliser le mot migrant » parce qu'il est connoté négativement. Mais c'est quand même quelque chose d'assez ahurissant. C'est le mot le plus neutre qui soit. Un migrant, c'est toute personne qui réside plus d'un an dans un pays qui n'est ni le sien, ni celui de sa naissance. Parce qu'on ne va pas parler, par exemple, des Français nés en Algérie, rapatriés à la suite de l'indépendance. Donc là, on ne considère pas que c'est une migration. On pourrait, sociologiquement, mais on va considérer... sauf que plus c'est basané, plus c'est migrant, moins ça l'est, plus c'est expat. Et donc on est dans une absurdité. En réalité, dans cette représentation, on a une hiérarchie raciale. Je suis bien le débat français, on nous fait croire que les races n'existent pas. Les races existent. Elles n'existent pas biologiquement, c'est une invention sociale, culturelle, politique, et elles ont des effets. Et donc on a une hiérarchie raciale qui sépare celles et ceux qui peuvent circuler facilement, et qu'on n'appellera pas migrants, mais plutôt expats, et ceux qui ont des difficultés monstrueuses pour circuler jusqu'à la mort. Et si on ne part pas de cette matrice, pour construire ensuite un propos peut-être factuel, etc., mais on ne voit pas cette matrice, en fait, on est à côté des choses. Si on prend la photo du petit Aylan, cette photo que tout le monde a connue, peut-être jusqu'à l'écœurement, il y a aussi une question à se poser, mais si on ne reste que sur un bébé mort sur des rivages, on n'arrive pas à comprendre, si on ne pose pas la question de cette matrice, comment elle nous empêche de penser le monde. Aujourd'hui, la majorité écrasante des migrants africains sont sur le continent. C'est les 2/3 si on prend l'Afrique du Nord, parce que l'Afrique du Nord migre beaucoup en Europe ou dans la péninsule arabique. Hein. Troisième pays où il y a le plus d'immigrants au monde, c'est l'Arabie Saoudite. D'accord, c'est États-Unis, Russie, Arabie Saoudite, c'est dans cet ordre-là. Donc la France arrive 5e. Hein. Donc, mais si on enlève en plus l'Afrique du Nord, on prend l'Afrique subsaharienne, c'est plus de 80%. Les migrants africains, ça concerne l'Afrique. Or, c'est une obsession européenne ou occidentale, peut-être, c'est le terme. On parlait de Stephen Smith, par exemple. Je ne veux pas faire de publicité à cet oiseau de mauvais augure, mais ses livres se vendent bien, et donc on pense que demain l'Europe sera africaine, on va africaniser l'Europe, etc. Le vieux fantasme. C'est un fantasme qui va très très loin. Hein. Je veux dire, ça fait peur même. On se demande à quel point les gens sont sérieux.
François Robinet. Je veux bien rebondir sur cette question des représentations parce que dans le travail que j'ai conduit, il y a une chose qui m'a intrigué, c'est que quand on regarde, disons, les médias généralistes ou la grande presse, et quand on analyse un peu finement leur couverture de différents conflits africains qui, en termes de facteurs de conflictualité, de contexte, sont extrêmement différents, on observe des représentations qui se répètent. Et on a parfois l'impression que les facteurs de la conflictualité en Côte d'Ivoire sont les mêmes que ceux du Rwanda. Voilà, guerre interethnique, guerre tribale, guerre religieuse. Quand on analyse la manière dont la télévision, par exemple, rapporte la parole des Africains, elle les rapporte selon deux catégories. La catégorie de victimes, souvent présentées sous les mêmes traits, de la même manière, sans capacité à produire un discours rationnel sur les faits, mais simplement à exprimer une forme de souffrance, ou sinon, elle les présente et elle les rapporte sous la catégorie du bourreau, du fauteur de troubles. Et à l'inverse, les Européens, les Français, donc les Blancs, il faut bien le dire, eux présentent d'autres types de discours. Donc il s'agit de qui? Il s'agit de l'humanitaire, il s'agit du diplomate, il s'agit du militaire en intervention. Et ces gens-là sont généralement cadrés par la télévision de manière très différente, dans un endroit calme, on entend bien leurs propos sont relativement longs, en tout cas beaucoup plus longs que celui de la victime et du bourreau, et leurs propos ramènent de la rationalité, de l'ordre, de la compréhension, de l'intelligibilité. Et au total, je vous passe un petit peu rapidement l'ensemble des représentations et des catégories que j'ai pu forger, mais au total, c'est un petit peu comme si l'Afrique était une sorte d'image inversée de la modernité, tandis que la France, le plus souvent, ou l'Europe plus généralement, était, disons, un ensemble d'acteurs qui sont capables de ramener la paix, de ramener l'ordre, de ramener de la compréhension. Et il y a une forme de vision parfois un peu binaire de la relation France-Afrique, avec une vision un peu binaire dont on peut s'interroger sur peut-être la marque. Vous parliez de matrice il y a un instant, mais la part des héritages de représentations plus anciennes. Le Biafra, si on va sur les années 60, mais la colonisation, si on va sur la guerre d'Algérie ou avant. Alors je ne dis pas que tout vient de là, mais je dis quand même qu'il y a des formes de structure qui existent dans les représentations qui sont véhiculées. Et ce qui m'a interrogé, mais je ne vais peut-être pas tenir la parole trop longtemps, c'est pourquoi ces journalistes qui sont des professionnels, qui parfois connaissent très bien le terrain, d'autres fois moins, en viennent finalement à recourir à ces formes de représentation extrêmement stéréotypées. Alors j'ai essayé d'enquêter via des témoignages, via un certain nombre d'analyses aussi, et là aussi c'est très difficile d'apporter une explication rationnelle. Voilà, il y a parfois tout simplement l'urgence. Voilà, on débarque au Kenya en 2008, violence post-électorale, en gros on a 48 heures pour produire 3 sujets pour la télévision, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des jeunes gens qui traînent les machettes par terre, parce que ça évoque justement le Rwanda, la barbarie africaine. On va chercher un père de famille ou une femme et son enfant dont la maison en arrière-plan est en train de brûler. On a parfaitement les victimes. Et puis en gros, si jamais il y avait un Français dans le coin, ah mince, Kenya, il n'y en a pas. Monsieur Pujadas, de France 2, réussit à demander à son envoyé spécial, non, là quand même, le Kenya, ça fait 3 jours que tu me le fais, il faut que tu me trouves des Français. Et on finit par trouver une famille française à Nairobi. Mais ce que je veux dire, c'est que cette victime, elle existe, bien sûr. Ces jeunes gens, ils existent aussi. Les journalistes ne les ont pas inventés, je ne crois pas qu'ils leur aient demandé de poser. Mais l'homme ou la femme de la rue de Nairobi, qui sort, je ne sais pas, de la banque ou du supermarché, qui a sans doute un avis sur la question, sur ce qui est en train de se produire, puisqu'il était censé voter, ces gens-là, qui peut-être auraient pu ramener un peu d'ordre, un peu de rationalité. On ne les entend pas parce qu'ils ne correspondent pas, en tout cas pour la télévision, ils ne correspondent pas au casting. C'est-à-dire un noir qui va ramener de l'ordre, qui va expliquer à la population française ce qui est en train de se produire. Dans la grande majorité des cas, je ne veux pas non plus caricaturer, parce qu'en Côte d'Ivoire, on peut trouver parfois la population civile interviewée à Abidjan, par exemple, entre 2002 et 2004, mais quand même, globalement, si vous voulez, ça ne rentre pas dans le décor. Ça ne fonctionne pas. Et donc, ça interroge aussi. Donc, cette question d'urgence, cette question peut-être des routines journalistiques aussi, et puis cette question de la contrainte économique. Parce que le journaliste qui part, qui connaît son terrain, qui a son fixeur, certes, mais qui a déjà tous ses réseaux, lui, il va peut-être faire des choix différents. Il va peut-être ramener ou collecter une parole qui n'est pas la parole que la plupart de ses confrères vont mettre en valeur. Et vous voyez, dans la profession, je pense que ces questions, elles sont bien surposées. Il y a plein de journalistes, dans les interviews que j'ai pu avoir avec eux, ils ont énormément de réflexivité. Et pourtant, malgré cette réflexivité, ils sont quand même pris dans des schémas qui font que ces recettes, entre guillemets, sont souvent mobilisées. C'est justement parce qu'ils agissent au coup par coup en fonction de l'actualité et qu'ils ne peuvent pas avoir une compréhension à long terme comme nous l'avons, je ne vais pas encore parler de RFI, mais RFI étant
mis à part, parce que c'est la radio qui est dédiée à l'Afrique. Donc, vous êtes particulier sur ce terrain. On est particulier sur... Mais il est vrai que souvent, nous, les journalistes de RFI, quand nous sommes en vacances, par exemple, en France, il est difficile, on se rend compte à quel point l'information africaine occupe peu de place dans les médias. Je veux parler de l'information africaine non spectaculaire, mais vraiment diablement importante. Et donc le réflexe, c'est d'aller sur le site de RFI pour continuer pour renouer le fil. Et je trouve ça très inquiétant. Très inquiétant. L'actualité africaine, c'est pas simplement l'intervention des Français au Mali, c'est pas simplement l'intervention des Français au Rwanda. Une prise d'otage de Français, etc. C'est pas simplement les intérêts d'uranium au Niger, etc., etc. Et c'est assez inquiétant, je trouve, de dire à la fois que l'Afrique est un continent d'avenir et d'avoir si peu d'informations, de vraies informations sur le continent. Ouais, mais sur la question migratoire, plusieurs fois, par exemple, j'ai accompagné des personnes sur le terrain où j'ai donné des contacts parce qu'il y a des journalistes qui voulaient faire des portraits, pas forcément positifs, mais de la vie tout simplement en train de se dérouler en situation migratoire. Et à chaque fois, ils me disent, mais il faut que je rajoute un petit peu de dramaturgie. Et c'est la rédaction qui me demande. J'en citerai pas, comme ça je ne ferai pas. Mais il y a une pression, et même le titre. C'est-à-dire que même quand l'article est bien fait, la photo, c'est toujours une photo flash qui, des fois, n'a rien à voir avec ce qu'il y a dehors, mais pour bien que les gens comprennent qu'il va s'agir de noirs pauvres entassés dans des bateaux, il faut qu'on montre ça. Alors que derrière, on montre quelqu'un qui a monté un commerce et qui s'est marié, qui fait sa vie et qui participe de la société dans laquelle il est. Cela pose la question de la télévision, qui privilégie l'émotion. Et de l'image. Même les articles presse papier, de la photo, où la photo est importante. Pauline. Non, mais c'est parce que ça ne correspond pas à l'image. C'est-à-dire, il faut quand même reconnaître que d'une manière générale, il y a une logique qui veut que l'Afrique, oui, c'est le continent d'avenir. Pour moi, c'est un slogan. On le brandit, l'Afrique, c'est le continent d'avenir. Ça fait plaisir peut-être aux Africains d'entendre ça. Ça donne bonne conscience aux gens dans le monde industrialisé qui le disent. Ça justifie après une certaine catégorie d'investissement qu'on fait en disant oui, c'est le continent de l'avenir. Mais je pense qu'effectivement, il y a quand même une image qui doit être toujours là. Quand vous parlez du migrant dont on ne cherche pas l'histoire particulière du migrant. Moi, j'ai été frappée avec rien que la situation. Moi, je suis arrivée au Congo juste avant les élections. Après que tout ça se soit terminé, je discutais avec une dame, une Belge, une Américaine, mais qui a vécu en Belgique et qui était en Belgique pendant la période des élections. Elle c'est pas du tout une personne spécialiste des médias ou voilà quoi. Elle me dit, mais en fait, elle a pu se rendre compte, n'étant pas spécialiste, que presque à 70 ou 80% des cas, chaque fois qu'il était question de montrer des gens qui parlent des élections en République démocratique du Congo, quand c'était des Congolais, c'était toujours des hommes, il n'y avait jamais de femmes. C'était plutôt quelqu'un, voilà, pas quelqu'un avec un t-shirt blanc, voilà, mais toujours quelqu'un d'abord filmé de très près, en gros plan, plutôt l'air, je ne sais pas moi, transpirant, sortant de... Et avec des gens derrière qui braillent, en général. Voilà, l'air vraiment, qui ne correspond même pas à la réalité, en fait, au quotidien qu'on voit. Moi, j'étais sur place et je reconnaissais pas du tout. Tout ce que je voyais à la télévision, ça ne reflétait pas, moi, ce que je voyais sur place, quoi. Et oui, bon, voilà, c'est une représentation assez récurrente des minorités, en fait, parce qu'il y a un truc tout bête, mais quand on regarde les jeunes, comment sont représentés les jeunes un reportage sur un lycée, le proviseur dans son bureau, parole calme, parole apaisée. Les jeunes, un groupe qui braille, alors on ne comprend rien. Mais la plupart des minorités, quand vous réfléchissez bien, sont représentées de manière distincte des autorités. Et ça, c'est intéressant de se questionner, parce que derrière, il y a des rapports de pouvoir, évidemment. Oui. Alors, comme je m'aperçois que l'heure passe et la cathédrale nous le rappelle, d'ailleurs, je vous propose de vous écouter si vous avez des questions et des remarques sur ce thème, sur les thèmes que nous avons évoqués. Vos questions, vos remarques seront les bienvenues, malgré l'heure qui commence à devenir tardive. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. L'Élysée a annoncé cet après-midi une liste d'une commission chargée de réfléchir, vous l'avez dit,
Vous en avez parlé? Non, mais j'avais une question. Oui, on a commencé avec ça d'ailleurs, quasi. À propos du Rwanda, peut-être. Oui, absolument. Mais oui, je suis arrivé un peu en retard, mais j'avais envie d'entendre la réaction de François. Alors la question, elle est sous forme de boutade. Non, mais je ne sais pas. Peut-être il n'a pas répondu à celle-ci. Sous forme de boutade, pourquoi vous n'y êtes pas dans cette commission? C'est une excellente question. Moi aussi, je me la pose. J'ai déjà en partie répondu tout à l'heure. Il y a des choix qui ont été faits, qui sont des choix politiques, des choix d'exclusion des spécialistes du sujet. Mais il y a quand même une chose que je n'ai pas dite par rapport... J'ai expliqué quelle était la stratégie politique derrière ces choix, donc je ne vais pas y revenir. Mais il y a quand même une chose aussi, c'est que dans les discours politiques d'aujourd'hui, il y avait quand même une petite envie du politique de discréditer aussi les chercheurs spécialistes du champ, en sous-entendant qu'ils n'étaient pas suffisamment neutres pour être capables d'établir la vérité. C'est profondément pervers. Une autre question, une autre remarque? Non? Excusez-moi, juste une petite réflexion. On parlait tout à l'heure que les médias ne s'intéressaient pas en général à l'Afrique parce que ce n'était pas représentatif. Moi, je trouve qu'on peut rester en France. Les dom-toms, on en parle très rarement. Voilà. Liberté, égalité, fraternité. À l'autre bout de la planète, on n'en parle pas. Vous avez parfaitement raison. Ouais. Je pense que si on s'intéresse aux dom-toms, ou si on s'intéresse, moi j'avais un peu regardé aussi ce qui se passait du côté d'Haïti, cette représentation binaire que je décrivais pour le continent africain, ou pour les populations du continent africain, elle fonctionne aussi effectivement sur ces espaces-là. Sans doute avec des différences, il faudra analyser ça de près, mais je crois qu'effectivement il y a des proximités extrêmement fortes. Il faut être très clair, il faut appeler ça quand même les dernières colonies françaises. Après, la question, est-ce qu'elles restent dans le giron national ou pas, c'est un débat qui appartient aux personnes, mais ce sont des colonies. Donc tant qu'on continuera à les appeler dom-tom, déjà à la base, on les met dans une situation qui nie la réalité. Donc certainement que les gens veulent rester dans le giron français pour beaucoup de raisons, mais ne pas comprendre l'histoire qui a mené à cela pose de vraies questions. Aujourd'hui, ça fait grand débat en France, mais tout ce qui va être autour des questions postcoloniales ou de la décolonialité, décolonisons les savoirs, décolonisons les arts, qui fait beaucoup de débats, c'est quelque chose qui a beaucoup de résonance maintenant sur le continent africain, enfin dans l'ancien empire français, parce qu'on a l'impression qu'on ne s'en libère pas de cette histoire. Mais on en est prisonnier mutuellement. C'est-à-dire que autant la France en est prisonnière que nous en sommes prisonniers, parce qu'on nous a aussi inventé une autre histoire à nous, dans les programmes scolaires, etc. Quand on a eu les indépendances, on a aussi raconté n'importe quoi. Et sur la colonisation, est-ce que c'est sur ce qui précédait? Juste un exemple pour vous montrer à quel point on va loin. Le magnifique travail de Savoie et Sarr, Felwine Sarr, sur la restitution des objets africains. Ils n'ont pas concerné l'Afrique du Nord. La plupart des pillages qui ont eu lieu en Afrique du Nord sont des pillages de ce que les Britanniques et les Français considéraient comme étant leur civilisation gréco-romaine. Et le problème, c'est que pour les Maghrébins, qui sont aussi ils ont participé complètement, il y a eu plus de papes maghrébins que de papes français ou gaulois. Et donc, ils ne les considéraient pas à la libération comme leurs propres objets. Donc on est toujours dans des imaginaires qui nous empêchent d'avancer. Autre question? Oui, simplement, vous mettez en avant une réalité, à savoir que les informations sont traitées par les médias selon des représentations qui vous paraissent fausses, qui vous paraissent discutables, qui vous paraissent regrettables dans certains cas. Enfin, c'est assez clair. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a un complot? Qu'est-ce qui fait que les médias, au lieu de parler de l'Afrique, moi aussi je suis un auditeur fidèle de RFI, et j'adore entendre parler de l'Afrique, mais c'est moi. Mais si j'écoute France Inter, si j'écoute les radios RMC, etc., je n'entendrai pas parler de l'Afrique. Qu'est-ce qui fait qu'on ne pose pas un certain nombre de problèmes? Ça vient d'où? Moi, c'est ça ce qui m'intéresse, parce que dénoncer avec beaucoup de finesse de votre part, certes, mais c'est bien gentil, mais comment on s'en sort de ça? Comment on fait pour que des médias traitent enfin d'une façon neutre, si tant est qu'une neutralité soit possible, puisque tout dépend de l'a priori qu'on a. On dit ça c'est bien, ça c'est mal, en fonction de notre propre représentation de valeurs. Enfin, admettons qu'il y ait plus ou moins de neutralité. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas?
Qu'est-ce qui fait que les médias, alors c'est le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir de... Je veux bien répondre à cette question. Sans Robinet. Parce que, voilà, moi, dans l'enquête que j'ai menée, il y a eu un moment, justement, sur l'analyse des représentations, représentation dominante, représentation plus singulière, et il y a eu un autre temps de l'enquête sur, effectivement, la question que vous posez, à savoir le pourquoi. Et là aussi, c'est difficile d'apporter une réponse simple. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes professionnelles qu'on a évoquées rapidement tout à l'heure qui jouent leur rôle. Il y a des contraintes de terrain qui sont aussi lourdes. C'est-à-dire que là, on a fait quand même une table ronde sur les médias et la guerre, sans évoquer aussi le risque qui pèse sur la vie des journalistes, sur les coûts. Le coût de l'information, c'est parfois un coût en vie aussi pour les rédactions. Ça, on ne l'a pas évoqué. Puis il y a au moins un troisième facteur sur lequel il faut aussi enquêter, c'est que le journaliste sur son terrain, il est en interaction avec plein d'autres groupes. Et que ces groupes-là, en général, en terrain de conflit, ils ont un message à faire passer. Alors, si on prend les belligérants, pour les belligérants, il s'agit de se montrer sous la meilleure image possible et au contraire, de faire en sorte que l'adversaire soit accusé d'un certain nombre d'exactions. Bon, les exemples sont multiples. Mais quand la France a des intérêts, les représentations dominantes que j'évoquais il y a un instant, elles sont fortement encouragées. D'un côté par les militaires français, au Mali par exemple, qui produisent des images, qui produisent des communiqués, qui font des points presse. Et évidemment, les journalistes sont critiques. Et qui ont des journalistes embarqués. Comment ? Et qui ont des journalistes embarqués. Et qui ont des journalistes embarqués, avec une profession qui sait tout ça. Mais voilà, à un moment donné, quand vous êtes dans un bain, immergé d'un certain nombre de discours, avec des proximités, des gens peut-être avec lesquels vous avez fait des études, vous êtes sensible aussi parfois à ce qu'ils vous disent. Mais il y a des porosités entre ces discours militaires ou officiels de l'exécutif et ce que vous allez ensuite écrire. Quand en plus ça correspond à un imaginaire partagé sur le continent, il y a des chances que vos défenses intellectuelles parfois fassent preuve d'un petit peu de fragilité. Et donc, finalement, voilà, quand je reviens juste une dernière fois sur le Rwanda, promis, au tout début, quand lors d'Amaryllis, les généraux vous disent tout est sous contrôle, les ressortissants, nous les sortons, c'est une crise, mais bon, comme il y en a tant en Afrique, ça va s'achever. Pour beaucoup de confrères journalistes, ça suffit. Peut-être certains sentent, quand même, c'est un peu particulier le Rwanda. Mais bon, ils repartent parce qu'ils se disent, on va quand même pas rester tout seul là. Il y en a quelques-uns qui restent, mais ils sont quand même assez peu nombreux. Et vous voyez, c'est l'ensemble de ces facteurs qu'il faut essayer de croiser. C'est-à-dire contraintes professionnelles, contraintes, disons, économiques, et puis la question aussi des interactions avec les autres groupes qui produisent des discours, qui produisent de l'information ou qui produisent des images. Et ensuite, ces trois facteurs, il faut les appliquer à chacun des contextes qui ont eux-mêmes leur spécificité. Le contexte ivoirien, en 2004, Abidjan, c'est pas qui gagnait en 94. C'est-à-dire qu'Abidjan, revenir au moment de l'Hôtel Ivoire à Abidjan, pour les journalistes qui partent de Paris ou pour les journalistes qui sont à Bouaké, parfois, c'est pas simple. Parce que les rotations d'hélicoptères des militaires, elles ne vous embarquent pas forcément. Les militaires, ils sentent bien qu'ils n'ont pas la situation en main à Abidjan. Autre gros dossier du côté de RFI, ils n'ont pas forcément envie que les journalistes arrivent sur ce terrain à ce moment-là. Le Tchad, 2008, même chose. On sent la colonne qui arrive, la colonne de rebelles qui arrive pour tenter de renverser Déby. On sait qu'il faut être sur le terrain. Ah, pas de chance. On le sait depuis le mercredi. Les journalistes essaient de partir le jeudi et le vendredi, mais les vols à destination de N'Djamena sont bloqués. Et donc, en gros, les journalistes vont arriver le lundi matin. Pas de chance, la guerre de N'Djamena aura lieu le samedi et le dimanche. Alors, il y a une envoyée spéciale, je crois que c'est Sonia Rollet, si je me souviens bien, qui court avec... Je crois qu'il y avait quelqu'un de l'AFP aussi. Bon, ils sont dans leur hôtel, ils ont bien les rebelles au téléphone, ils ne peuvent pas sortir. Et donc, du coup, on va couvrir a posteriori. Les journalistes vont essayer de reconstituer ce qui s'est passé le samedi et le dimanche. Et pour ceux peut-être qui connaissent un peu le terrain, il y a eu une grosse polémique, notamment portée, je crois que c'était Laurent Dersu à l'époque de La Croix, qui avait soulevé le vendredi qui suit, donc 5 jours après, le fait que les troupes françaises auraient soutenu les troupes d'Idriss Déby dans leur résistance aux rebelles. C'est repris par Le Monde dans la journée. Communiqué de Kouchner aussitôt pour démentir, pour essayer d'allumer un contre-feu. Et pendant quelques jours, vous avez une polémique particulièrement violente. Tout ça pour dire, monsieur, pour répondre à votre question, que certaines de ces représentations sont en partie nourries et alimentées par le pouvoir politique français et par nos militaires qui y trouvent intérêt. C'est ce que j'essaie de démontrer, en tout cas. C'est QFD. D'autres remarques, d'autres questions ? Oui, monsieur. Pour revenir quand même sur ce qui a été évoqué sur le Rwanda et sur cette commission qui vient d'être mise en place, quelles sont pour vous les conditions qu'il faudrait réunir ou la procédure qu'il faudrait mettre en place pour établir ce que vous appelez
la vérité sur une situation comme celle-là? Bon, je réponds très vite. Moi, au départ, je n'étais pas forcément très favorable à l'idée d'une commission d'historiens parce que je crois qu'on est plusieurs à travailler, on n'est pas très loin de publier et juste ouvrir les archives sensibles pour qu'on puisse enfin aller au bout de notre démarche d'enquête et publier ou vérifier l'authenticité d'un certain nombre de documents qui peuvent circuler par ailleurs. C'est ça qui est assez suspect d'ailleurs, c'est de réserver l'ouverture de ces archives à certains historiens. C'est assez curieux. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi pas les ouvrir aux historiens pour qu'ils puissent exactement. Alors, travailler. Voilà, après, si cette commission avait été constituée de spécialistes et peut-être ouverte aussi à des gens spécialistes d'autres terrains, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'avoir un regard extérieur. Mais là, en fait, on n'a quasiment que des regards extérieurs. Donc voilà, mais moi je suis pas sûr que l'idée de la commission, en fait, c'est bien pratique pour quelqu'un qui veut aussi un petit peu contrôler les choses. Parce que voilà, collégialité, dispositif contrôlé par le politique, pourquoi ne pas laisser simplement les chercheurs qui travaillent actuellement sur le terrain travailler librement en leur donnant l'accès aux archives qui pour l'instant ne sont pas accessibles, ça aurait été tellement plus simple, tellement plus clair. Voilà. Et visiblement, les Français ont des problèmes avec leurs archives ou ce qui est stocké dans les coffres, puisque nous attendons toujours des documents qui nous permettraient de savoir dans quelles conditions ont été tués nos deux confrères, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. François Hollande avait promis d'ouvrir des archives. Évidemment, sur ça aussi, il n'a pas été jusqu'au bout. Et Emmanuel Macron reste dans un flou plus ou moins suspect. Là encore, on se heurte à ce qu'on peut appeler la raison d'État. Et le pire, c'est que la non-ouverture en plus des archives ou leur non-accessibilité, ça crée forcément aussi du fantasme. Eh oui. Parce qu'on se dit, mais s'ils n'ouvrent pas, c'est qu'il y a des choses à cacher. Donc voilà, un processus bien accompagné me semblerait plus vertueux que soit un blocage ou soit ce qui a été organisé aujourd'hui. Je vois qu'on a démoralisé tout le monde sur ce vendredi soir. C'est exactement ce que bravo à tous les trois. La nuit arrivant non, et nos propos vous ont assommé totalement. Je voudrais juste dire une chose, c'est pas une question, mais alors je suis un peu mal placée, peut-être pas objective du tout, mais je trouve que ça fait vraiment du bien de vous entendre. Et je me dis que, bon, je regarde pas énormément la télé, mais le peu que je regarde, j'ai l'impression de toujours voir les mêmes personnes, et je ne vous y vois jamais. Voilà, j'ai l'impression quand même qu'il y a ce problème aussi, c'est-à-dire que la parole savante, elle est entre les mains d'un petit groupe. Je ne parle pas de la radio, là, hein, je parle vraiment de la télévision, mais c'est dans les mains d'un petit groupe de gens qui répètent tout le temps la même chose en boucle et finalement qui réduisent la capacité de se poser des questions et la capacité vraiment de s'interroger sur les grands phénomènes. Enfin, ce qui a été dit sur les phénomènes migratoires, j'ai jamais entendu ce type de discours aussi engagé, aussi intelligent sur les ondes. Ce que vous dites sur les commissions, tout le système des commissions qui existe pour le Rwanda et qui existe certainement dans d'autres cas. Et voilà, alors je ne veux pas dire que je suis fière de vous entendre là aux voix d'Orléans, mais franchement, ces voix-là, c'est ça aussi qu'on doit essayer de... Enfin, on doit militer pour que ces voix-là soient plus souvent sur les ondes, que ce soit de la radio ou qu'elles soient dans la presse ou qu'elles soient sur les télés, parce qu'on meurt un peu aussi d'avoir toujours les mêmes et finalement du coup de se désintéresser des médias professionnels pour aller vers d'autres choses. Voilà, ce n'est pas une question, c'était simplement une réflexion parce que vraiment j'ai beaucoup apprécié vos interventions à tous les trois et à vous Pierre-Édouard. Et nous, on peut vous remercier au de nous accueillir, enfin d'offrir aux Orléanais cette opportunité d'entendre justement des spécialistes qu'on n'entend jamais ailleurs. Et ce qui vous crée, vous, une obligation, l'obligation d'écouter, d'aller chercher des médias qui vous offrent, parce qu'ils existent, la voix de ces spécialistes. RFI bien sûr, mais d'autres radios, parce que c'est davantage à la radio que vous les entendrez qu'à la télévision, où le formatage est tel qu'on sait très bien qu'il y a, dès qu'il y a un problème médical, il y a un médecin de service qui va vous faire le tour des plateaux pour vous expliquer les choses, et l'économie, même chose, etc., etc. Alors que la radio,
là je plaide pour la radio en général et de deux services publics, Radio France compris, vous offre une alternative réelle. Mais effectivement, je ne veux pas faire le procès de la télé qui est mon exercice favori, mais il y a un problème, de toute façon, il y a un certain nombre de problèmes autour de la télévision, dont celui-là. Merci.